Bonjour à tous, vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. C'est l'heure de l'émission Mode d'emploi. Comme chaque premier vendredi du mois, vous êtes avec les féministes révolutionnaires. On sera ensemble jusqu'à 21h30. Et ce soir, on va parler de colonies de vacances. Alors déjà, je vais vous présenter un petit peu le collectif Féministes Révolutionnaires. Les Féministes Révolutionnaires, on est un collectif créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination sont systémiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On tient un blog Mediapart, on organise des moments d'échange et de formation, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes des travailleurs et travailleuses, et plus largement, celles qui participent à construire une société plus juste. Du coup, je m'appelle Laura, je suis accompagnée ce soir de Valentine à l'animation. Salut. Et nous avons le très grand plaisir d'accueillir une invitée, Attiline Martin, qui est animatrice et militante de l'éducation populaire. Attiline, tu voudrais te présenter un peu plus en détail ? Bonsoir. Effectivement, je suis donc d'abord animatrice. J'ai passé mon BAFA en 2017 et maintenant je suis aussi directrice de colonies de vacances surtout. J'ai donc le BAFD et je fais des colos en direction depuis 4 ans. J'ai beaucoup travaillé avec un organisme breton qui s'appelle EPAL dans le milieu donc, des colos avec les enfants et aussi dans le milieu du handicap. Aujourd'hui, je travaille aussi dans le milieu de la formation BAFA et je travaille sur Paris un petit peu avec une association qui s'appelle Tous en Colo et qui organise aussi des colos inclusives dans le Jura. Trop cool. Je vais aussi dire 2 mots parce que même si j'ai le micro aujourd'hui pour présenter cette émission, l'écolo, c'est un sujet que je connais assez intimement, que j'ai vécu et qui m'a beaucoup formée politiquement. Alors j'ai passé aussi le BAFA en 2017, mais avant ça j'étais enfant en colo et c'est un peu ça qui m'a donné envie justement de continuer à en faire. Et puis j'ai commencé dans des colos en tant que bénévole, mais sans adhérer vraiment à la vision éducative de la colo où j'étais. Et ensuite, j'ai voulu être rémunérée pour avoir un peu d'argent, l'été. Et donc, je suis partie vers des plus gros organismes de colo où j'adhérais encore moins à la vision éducative. Et là-bas, j'ai rencontré des gens qui remettaient beaucoup de choses en question et ça a été ultra formateur. Et petit à petit, à force de construire des colos qui ressemblaient un peu plus à ce qu'on voulait faire, on a fini par partir de ces organismes où on était. Et puis, ces amis que j'avais rencontrés ont justement créé un organisme de colo, une association qui s'appelle Tous en Colo, donc tu as parlé juste avant. Alors moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai quitté le milieu de l'animation, ça fait 3 ans maintenant, parce que j'ai fait un burn-out. Et du coup, j'espère que je dirai pas trop de bêtises pendant l'émission. Donc il ne faut pas hésiter à me reprendre si je suis plus trop au fait de certaines choses. Mais du coup, avant toute chose, je voulais vous proposer qu'on commence par un petit quiz qui est un petit truc traditionnel qu'on fait parfois dans certaines émissions. Ça permet de se mettre en jambe autour de l'actualité du moment. Ne regardez pas vos feuilles parce que les réponses sont dessus. On ne triche pas. Alors, déjà, on va commencer par une petite question sur l'actualité de cette semaine. Laquelle de ces propositions est fausse ? Alors, il faut voir que la condamnation de Marine Le Pen a donné lieu à de multiples réactions en France et à l'international. Et du coup, il y a plusieurs réactions qui ont été très marquantes, on va dire. Voilà. Alors, laquelle de ces propositions est fausse ? Viktor Orban s'est empressé de tweeter « Je suis Marine ». Éric Ciotti a déposé une proposition de loi visant à supprimer l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité. Némésis a diffusé une photo d'une pancarte « Sororité avec Marine, on te croit ». Ou Donald Trump a qualifié le détournement de 4,6 millions d'euros d'argent public d'accusations mineures dont elle ne savait probablement rien. Est-ce que vous avez une idée ? Alors, j'hésite entre la C et la D, parce que je sais que la A et la B sont vraies. Voilà. Donc, déjà, A et B, on peut éliminer. En vrai, la C. Même si...
Celle avec Némésis et la pancarte Marine, c'est trop, sororité, c'est trop, là. on te croit. Oh mon Dieu. Non, effectivement, elle est fausse, Ok. celle-là. Ok. Bon, par contre, Trump a bien dit que c'était une accusation Ouais. mineure, voilà. Non, effectivement, Némésis n'est pas allé là à ce point dans le détournement des thématiques et des slogans féministes. Mais Viktor Orban a bien dit « Je suis Marine ». Alors ensuite, notre deuxième question pour le quiz de ce soir. Lequel de ces titres d'articles n'a pas été rédigé par le Gorafi, qui fait donc des articles humoristiques? Alors, Elisabeth Borne salue le courage du pape François qui continue de travailler après 88 ans, lui. Emmanuel Macron succombe à la traîne des images créées par IA dans le style de Ghibli. Les États-Unis s'engagent à fournir 20 000 drapeaux blancs à l'Ukraine. Ou Vladimir Poutine offre l'asile politique à Marine Le Pen. Est-ce que tu peux répéter la dernière? Bien sûr, Vladimir Poutine offre l'asile politique à Marine Le Pen. Ah, c'est sûr, c'est la dernière. Tu penses que celui-là, ça n'a pas été rédigé par le Gorafi, c'est vrai? Ouais. Ok. Est-ce que tu as une autre idée, Attiline? Bah, j'espère que t'as tort, mais malheureusement, je pense que t'as raison. Et donc, je vais te suivre, mais à regret un petit peu quand même. Mais tu espères bien, Attiline, parce que c'est faux. Ah. C'est un titre du Gorafi. Ok. Le titre qui n'a lequel, pas alors été rédigé par le Gorafi, c'est Emmanuel Macron succombe à la trend des images créées par IA dans le style de Ghibli. Effectivement, il y a eu pas mal d'images suite à une mise à jour de ChatGPT qui permettait de créer des images dans le style de Ghibli. Ça a beaucoup tourné. Et Macron a publié sur son compte Instagram une image du coup pour... je sais même plus, pour rendre hommage... Non, pas de lui-même, non. Non, une image avec des personnes qui s'engageaient pour aller assurer la sécurité des JO, etc. Voilà. Et voilà. Mais du coup, ça a provoqué vraiment un tollé sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, c'est pas mal un délice d'aller lire les commentaires de cette publication. Personne n'est d'accord, du coup. Et d'ailleurs, même quand on regarde en fait, les titres d'articles de journaux, ils sont tous très critiques. Donc ça, au moins, ça a été traité de manière plutôt adaptée, quoi. Et ben, je vous propose qu'on passe à notre sujet du jour, donc les colonies de vacances, la raison pour laquelle tu es avec nous, du coup, Attiline. Et d'abord, je voulais vous proposer qu'on parle un petit peu des colos et surtout d'éducation populaire, mais aussi de ce que les colos sont devenus avec toute une logique touristique et capitaliste qui s'est beaucoup développée sur les dernières années. Donc les colos, ça fait vraiment partie de notre imaginaire collectif. Qu'on y soit allé ou pas, on a des représentations qui peuvent être souvent assez similaires sur, je sais pas, des veillées au coin du feu, des grands jeux dans la nature, ou ce genre de choses. Mais il faut voir que le terme colo, ça a pas mal évolué. À l'origine, c'était un projet éducatif assez militant qui était issu des mouvements d'éducation populaire et qui a pu se transformer progressivement donc, en industrie touristique. Alors l'objectif, là, dans ce que je dis, c'est pas du tout de tomber dans le « c'était mieux avant » parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément... qui étaient questionnables, justement. Mais il faut constater qu'il y a vraiment une évolution majeure. Autrefois, l'objectif, c'était d'avoir un lieu plus d'échanges sociaux, un espace d'émancipation, et c'est devenu beaucoup un produit de consommation. Il y avait à l'époque des activités qui étaient plutôt généralistes, comme par exemple la randonnée ou les jeux collectifs. Ça permettait de tisser des liens entre des groupes hétérogènes. Et aujourd'hui, on est beaucoup sur des séjours thématiques, séjours poney, séjours VTT, séjours linguistiques. Ça va aller segmenter les publics selon les préférences. Et donc, on a des colos de plus en plus spécialisés qui vont tendre à renforcer la séparation des publics plutôt que de favoriser un brassage social. En plus de ça, c'est de plus en plus récupéré par des entreprises touristiques, des gros organismes privés, mais pas forcément locaux, qui vont aller avoir une logique capitaliste en fait là-dessus.
Et du coup, il y avait un exemple qui me paraissait assez parlant, c'était celui de l'UCPA. Alors, c'est une association, l'UCPA, enfin, c'est un groupement d'associations à proprement parler, mais il faut voir qu'au sein de ce groupement d'associations, il y a aussi des entreprises à but lucratif. Et d'ailleurs, il y a eu tout un travail qui a été fait par un directeur et formateur de colo qui s'appelle Éric Falcon, qui était intervenu sur un podcast qui s'appelle Parlons Pédas et qui parlait de l'UCPA et de ce qui se cachait un petit peu derrière. Et c'était assez intéressant, donc je vous invite à aller écouter si jamais vous voulez en savoir plus, ou à aller lire l'article qui a été fait et qui décrypte un petit peu tout ça. Oui, d'ailleurs, un des éléments assez parlants, c'est le fait que les différentes branches de l'UCPA s'appellent des marques. On est sur un vocabulaire assez clair. Oui, effectivement. Et du coup, toi qui es sur le terrain, Attiline, est-ce que tu as ressenti ce glissement des colos vers des logiques beaucoup plus capitalistes ? Alors, oui et non. Dans mon cas, c'est un tout petit peu spécifique parce que je suis énormément parti avec des enfants, notamment des services sociaux, et issus de milieux très populaires, et aussi des enfants en situation de handicap. Donc, l'activité prend un peu une autre place parce qu'elle devient, outre un objet de consommation, le fait d'être aussi comme les autres. Et donc, ça prend une place un peu différente au niveau de la colo, et aussi parce que c'est forcément des colos avec des plus petits budgets, on fait moins d'activités. Donc, j'ai quand même un peu moins ressenti ce glissement vers de la consommation que j'aurais pu le ressentir si j'avais travaillé avec l'UCPA ou d'autres organismes. Maintenant, oui, il ne faut pas se mentir non plus, on le voit sur le terrain, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des professionnels. Oui, aujourd'hui, le maître mot, c'est l'activité. Quelle activité on fait, où est-ce qu'on va, combien on dépense, etc. etc. Et après... une des choses, c'est glissement, oui et non, parce que moi j'ai connu que ce modèle-là aussi capitaliste quand même. Donc, quand j'ai commencé, j'ai quand même commencé mais sur des colos à thème. Donc oui, je ne connais que ce modèle-là. Après, j'ai des récits, des témoignages de familles, collègues, etc. de colos il y a fort longtemps. Mais effectivement, oui, aujourd'hui, il faut le dire, l'activité et la consommation, c'est énorme dans une colo. Ok. Et parce que justement, tu parles de ces témoignages que tu as pu entendre. Ça n'a pas toujours été comme ça, avec cet aspect très capitaliste. Il y avait vraiment, en tout cas dans les origines des colonies de vacances, l'idée d'aller émanciper les enfants des classes populaires. Donc je parle vraiment aussi de la colonie de vacances dès le 19e siècle, la fin du 19e siècle. L'idée d'aller s'aérer dans un cadre communautaire. Et puis c'était aussi assez politisé, les colos. C'était une façon d'aller construire des communautés qu'on pourrait dire des communautés préfiguratives, c'est-à-dire l'idée de créer une communauté idéale au sein de la colo, de la manière dont un mouvement politique pouvait l'envisager. Mais d'ailleurs, c'était il y avait toutes les représentations politiques, c'est-à-dire qu'on avait de la gauche, de l'extrême gauche, mais aussi de l'extrême droite. Ça allait vraiment du Parti communiste, par exemple, au mouvement des Croix de Feu, qui organisait aussi leur colonie de vacances. D'ailleurs, il y a un article sur le site de la Fondation Jean Jaurès qui a été rédigé par une personne qui s'appelle Laura Lee Downs et qui s'appelle « Quand les enfants des classes populaires deviennent ceux qui restent en ville pendant les vacances » et qui montre bien cette évolution des colos, avec un petit retour sur l'histoire des colos. Et du coup, pour décrire cet héritage des premières colos, on parle souvent d'éducation populaire, mais l'éducation populaire, c'est quelque chose qui existe et qui est incarné justement par des militants et des militantes encore aujourd'hui. Et du coup, avant de continuer, comment tu définirais justement ce mot, l'éducation populaire, c'est quoi ? Alors, c'est rigolo parce que c'est une question qu'on m'a posée lors de mes derniers entretiens d'embauche aussi, et j'ai répondu, pour moi, c'est un contre-pouvoir.
En tout cas, à l'origine, ça l'était. Et j'ai envie de dire, dans mon cœur, ça l'est toujours. Je sais bien que dans la réalité, parfois moins. On y reviendra un peu plus tard. Mais pour moi, c'est un contre-pouvoir éducatif. C'est la volonté de l'accès au repos, au loisir, à la socialisation, à l'aide au projet. Et ça pour tous, pour vraiment tous les enfants. Et on sait que oui, aujourd'hui, on a glissé là-dessus, que forcément l'éducation populaire en fait a un coût, et que oui, on s'est éloigné aussi des classes populaires. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est toujours un contre-pouvoir aussi fort? Non. Est-ce que ça le reste? Oui, à certains endroits, j'en suis persuadé. Et pour moi, il faut qu'on aille dans cette démarche-là. Du coup, tu parles de contre-pouvoir, et en fait, je me demande, contre-pouvoir face à quoi, du coup? Est-ce qu'il y a... Parce que ça me fait penser notamment à l'opposition, par exemple, à un modèle très scolaire, mais c'est peut-être pas que ça que tu mets derrière? C'est à la fois ça et à la fois aussi un contre-pouvoir pour moi idéologique face à aujourd'hui une idéologie d'État, une idéologie capitaliste, une idéologie... Voilà. C'est là-dessus que pour moi ça doit être un contre-pouvoir parce que c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu où on grandit. Et quand je dis on, autant les enfants que les adultes. Enfin, moi, les enfants me font grandir au quotidien. Voilà. Donc, pour moi, c'est contre-pouvoir par rapport à toutes ces choses-là, et aujourd'hui encore plus forcément face à la figure que représente l'État. Et du coup, plus concrètement, je ne sais pas si tu as des exemples, ça se manifeste comment? Vive l'éducation populaire en colo, etc. C'est là où aujourd'hui c'est compliqué de lier cette volonté militante à des moments à la pratique, parce que forcément dans la pratique en fait on a le cadre de l'organisme, on a le cadre de la loi. Maintenant pour moi ça a été énormément les colos un lieu d'éducation et de réflexion ensemble avec des grands temps de discussion avec les enfants, et c'est là où justement on peut amener des idéologies différentes, on peut amener des envies différentes, etc. Et juste aussi quand on est sur une rupture avec un modèle, et je crois que c'est pour le coup ça qui marque les enfants de prime abord, c'est le fait que en fait en colo on est les adultes cool, on est les adultes qui peuvent écouter, on est les adultes qui peuvent prendre du temps, on est les adultes qui sont pas là pour être chiants, etc. etc. Et quand ça rompt beaucoup avec le modèle quotidien des enfants, là on est sur un contre-pouvoir parce qu'on leur montre que oui, il y a d'autres formes que l'oppression dont ils sont victimes dans le système scolaire, à la maison, dans le sport, etc. etc. Du coup, il y a un peu cette dimension d'espace de respiration, quoi, mais dont on va pas reparler peut-être vers la fin de l'émission. Et puis, j'avais une autre question sur le sujet. Quand toi, tu parles de colo autour de toi, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent cette dimension militante, politique, émancipatrice, ou est-ce que c'est vraiment disparu des consciences, quoi? Alors, j'ai la chance de venir d'une famille de militants et militantes d'éducation populaire, donc dans ma famille, oui. Aujourd'hui, que ça fait quasiment 10 ans que je fais de l'animation, mes amis ont compris. Ils n'ont pas eu le choix. De même, j'ai des collègues avec qui je travaille au quotidien qui, pour eux et elles, c'est vraiment émancipateur. Il y a aussi une dimension au quotidien, quand je parle de mon activité, des BAFA, etc., avec une inconnue dans la rue, au supermarché, que sais-je, tout de suite les yeux s'allument. Le BAFA, mais oui, moi j'ai fait des colos, que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'anime, et on me parle de ces souvenirs, justement, beaucoup d'émancipation, beaucoup de sentiments de liberté, etc. Et donc j'ai envie de dire oui. Et à la fois, je ne peux aussi que me heurter à la réalité aujourd'hui de certains terrains où la colo est on l'a dit, un objet de consommation, un moyen de garde aussi, on y reviendra, mais c'est aussi un simple moyen de garde, et donc en fait un moyen de garde, il n'a pas à être éducatif, il n'a pas à être oisif ou quoi que ce soit, et c'est un moyen de garde, point. Et donc là, il n'y a plus de dimension militante ou émancipatrice. Ok. Alors du coup, sur cette histoire d'évolution justement du modèle de la colonie de vacances, il y a eu un truc qui a beaucoup évolué au fur et à mesure, notamment du XXe siècle. C'est le fait que les colos ont subi vraiment une absorption institutionnelle, et notamment l'éducation populaire a
a aussi subi une absorption institutionnelle. C'est-à-dire que l'écolo était d'abord, à l'origine, géré par des associations locales et militantes. Et petit à petit, l'État est venu justement absorber ce modèle. Parce qu'il y a eu des moments où il y avait des subventions, puis ensuite les subventions ont diminué. Et donc, il a commencé à y avoir une institutionnalisation des pratiques éducatives. Il y a eu des agréments officiels qui ont été mis en place. Il y a un agrément qui s'appelle Jeunesse et Éducation populaire, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, tout ça, ça a conduit aussi à une uniformisation des pratiques, à aller créer des objectifs pour ces colonies de vacances, des objectifs plus formels, plus institutionnels. Est-ce que tu trouves que l'éducation populaire est détournée aujourd'hui, et est-ce que dans ton travail, tu sens justement une tension entre, par exemple, l'envie d'agir librement et en même temps un cadre institutionnel qui viendrait verrouiller les choses ? Oui, et c'est une réflexion qui m'absorbe beaucoup en ce moment. Pour moi, il y a, alors pour le dire grossièrement, les plus gros organismes, et d'ailleurs, on parle aujourd'hui d'OGEP, organisme gestionnaire d'éducation populaire. Donc les plus gros OGEP sont devenus pour moi des délégations de services publics. Et donc, en fait, on se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume, entre les volontés et les habilitations de l'État, et la volonté militante affichée d'organismes qui ont pour certains plus de 100 ans, et qui se veulent faire partie du paysage social français, etc. etc. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, ça a été complètement détourné. Le militantisme est plus de façade, malheureusement, mais aussi, il ne faut pas simplement jeter la pierre sur ces organismes-là, parce que sans la réponse aux habilitations, c'est des organismes qui meurent et qui cesseront d'exister et qui veulent... continuer à exister, continuer à aller sur le terrain malgré tout. Donc, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'éducation populaire est dans un moment un peu compliqué, parce que l'État est de plus en plus en train de mettre la main dessus et de bloquer les possibilités d'exister sans passer par les canaux étatiques. Alors, sauf à avoir de riches mécènes, mais malheureusement, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je pense qu'on peut... Bon, on va le mentionner rapidement parce qu'on n'a pas non plus un temps immense pour s'étendre dessus. Mais du coup, un des symboles justement de cette appropriation de l'éducation populaire par l'État, pour moi, c'est vraiment le SNU, donc le service national universel, un petit peu la nouvelle forme de service militaire après le service civique. Enfin, en fait, toutes ces choses qui visent à aller faire s'engager les jeunes au service de la nation, mais en plus avec le SNU, avec une dimension militaire qui est quand même de plus en plus présente. Donc ça a été vraiment présenté comme un outil de mixité sociale, le SNU, sans vrai résultat, pas particulièrement, voilà, et de cohésion nationale. Mais j'ai écouté du coup des interviews sur le sujet, par exemple une interview de Jean-Michel Boquet et de Cyril Dailly qui viennent du collectif Cancolo, qui critiquent beaucoup justement le SNU. Donc ils intervenaient sur un podcast qui s'appelle le podcast Parlons Pédas, et ils parlaient vraiment de colonies d'États autoritaires avec vraiment aucune pensée d'inclusion, aucune pensée réelle de la mixité, de comment ça se passe justement sur la colo, avec vraiment cet aspect très autoritaire qui est assez incompatible en fait justement avec cette idée de l'éducation populaire. D'ailleurs, on sait que sur le terrain, j'ai eu des retours de collègues où ça a un peu frité avec les organisations militaires et les militants d'éducation populaire. Et oui, c'est sûr que quand certains militants d'éducation populaire se sont retrouvés à être obligés d'organiser le SNU et devoir lever les jeunes à 6h du matin, non, certains, je le sais, on dit non, ça ne se passera pas comme ça.
En tout cas, merci beaucoup pour tous ces premiers éclairages. Alors là, on va faire une petite pause avec Valentine qui va nous proposer une chronique autour de l'armée et de la virilité, donc autour d'un texte d'un chercheur, je crois. C'est ça, de Mathieu Marly, c'est un historien. En fait, puisqu'on évoque le SNU et la logique de discipline qu'il veut incorporer dans des lieux et des structures qui ont d'abord été pensées, on l'a vu, pour être des essais d'utopie, les colonies de vacances, on va voir comment la discipline s'est formée comme une composante essentielle de l'armée et de la masculinité, surtout, à la fin du 19e en France. Si le gouvernement Macron a voulu instaurer une nouvelle forme de service militaire, plus jeune et de façon plus discrète, cachée derrière la promesse d'un camp de vacances unissant et fraternel, c'est avant tout dans le cadre d'un projet identitaire plus large, celui d'une France patriotique, nationaliste et disciplinée, parfaitement prête à la production. Dans son article « L'armée rend-elle virile ? Réflexion sur le modèle militaro-viril à la fin du 19e siècle », paru dans la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire en 2018, l'historien Mathieu Marly explore ce mythe ancré dans la société française depuis la fin du 19e, selon lequel l'armée rendrait viril. Il explore comment s'est formé ce mythe et dans quelle mesure il est vrai, dans quelle mesure est-ce que la virilité que l'armée se targue de créer est exportée dans le reste de la société civile. Puisqu'il s'inscrit dans le courant de l'histoire des masculinités, Marly explique à de nombreuses reprises qu'il n'existe pas un seul modèle de masculinité ni de virilité au sein de l'armée, mais plusieurs, et que leur réception n'est pas uniforme, mais que ce sont bien des modèles de représentation auxquels les agents peuvent faire appel, peuvent recourir, et qu'ils choisissent de performer comme tels ou de transgresser. Donc il explore la notion de discipline et comment celle-ci est devenue la norme d'une masculinité hégémonique au sein de l'armée. En effet, alors que la conscription a été rendue obligatoire pour tous en 1872 pour remettre le pays en ordre après la Commune, l'obligation n'était que peu appliquée. En tout cas, jusque dans les années 1890 et le passage de plusieurs lois qui empêchent cette fois définitivement les hommes riches d'échapper au service militaire. Cette universalisation du service militaire a été bouleversante. Jamais l'armée n'avait été le lieu d'une mixité sociale si forte. Les logiques de différenciation sociale ont vite pris le dessus et la différence entre aristocrates et prolétaires s'est rapidement incarnée dans l'hégémonisation d'une nouvelle forme de masculinité dans l'armée, la discipline de soi, l'obéissance et la figure de l'éducateur bienveillant. Cet idéal de masculinité, très clairement dérivé de l'idéal bourgeois, a été adopté et prôné de plus en plus par l'armée à mesure du développement des armes projectiles au début du XXe, qui demande en fait un éparpillement géographique bien plus large et donc une plus grande maîtrise de soi-même, pour pouvoir recevoir et obéir aux ordres de la hiérarchie. La discipline est donc devenue une forte preuve de masculinité à travers le modèle militaro-viril et ses bouleversements sociaux de la fin du 19e. Si Marly s'attache à rappeler qu'une telle machine à virilité n'a évidemment pas existé, il rappelle tout de même que le passage à l'armée est utilisé par un grand nombre d'hommes pour faire preuve de leur virilité, justement. Et si au sein de ce passage, ce n'est plus tant la force, le courage et le sacrifice personnel qui sont valorisés, comme c'était le cas avant, mais la discipline, l'obéissance et le paternalisme bienveillant, il n'en reste que le passage à l'armée est un moment qu'utilisent les hommes pour exhiber leur virilité et se faire valoir sur le marché matrimonial, par exemple. Du coup, l'auteur il utilise 3 sources pour montrer 1. La diversité des masculinités au sein de l'armée, pour le coup, un article de journal. 2. L'usage du passage à l'armée comme une preuve de sa virilité dans la société civile. Donc là, il utilise un corpus de photos de jeunes officiers en uniforme. Et 3. Que la masculinité est avant tout un modèle mobilisable par des individus, des agents, dans des situations bien précises, d'autant plus dans un contexte de mise en danger de soi. Et là, il utilise la lettre d'un poilu en 1916. Donc on va revenir sur la première source. C'est un article du journal Le Progrès du Loir-et-Cher, racontant la brutalité d'un sous-officier local. Donc ça, c'est un petit gradé de l'armée qui est souvent issu de la classe ouvrière, les plus hauts postes étant en très grande majorité attribués aux bourgeois. Sa masculinité, qui est grivoise, violente, bruyante, elle est rapportée dans le journal car en fait elle est condamnée par ses supérieurs. Mais les soldats sous son commandement, comme le rapporte l'entretien de l'article, n'y trouvent pas de problème et considèrent sa masculinité comme complètement normale. Il dit d'ailleurs qu'il s'énerve comme il en a bien le droit, comme le patron. La deuxième source, auquel Marly fait référence, c'est un corpus de photos de jeunes soldats en uniforme, parce que c'est devenu d'usage courant de poser en uniforme, bien droit, et en étant très apprêté, à la fin du 19e. Pourquoi ? Parce que ça permet de montrer avoir sa virilité, ça montre qu'on est bien un homme comme il faut, qu'on rentre dans les cases. Et c'est un très grand atout pour ce qui est du marché matrimonial. La troisième source, c'est la lettre d'un poilu. Henri-Aimé Gautier, en 1916, alors qu'il part avec son régiment au combat et que tout le groupe est à bout de force.
Il décrit comment il a vu dans les yeux d'une petite fille d'un village qu'il passait l'espoir et la vulnérabilité, la fragilité de son existence qui lui a redonné le courage nécessaire à aller mettre sa propre vie en danger, parce qu'il sentait que c'était de son devoir d'homme d'aller en guerre pour sauver cette jeune fille. Cette lettre, elle montre parfaitement le processus de la réception d'une représentation de la masculinité, de son appropriation et de l'usage très concret que peuvent en faire les agents qui la réceptionnent. Henri Aimé Gauthier, il a choisi de mobiliser ce modèle de masculinité, sûrement de façon inconsciente, on s'en doute bien, pour se redonner du courage dans une situation où il savait qu'il allait probablement mourir et qu'il n'avait pas le choix de cette marche vers la mort. Donc la masculinité dans l'armée de la fin du 19e et du début du 20e, elle est donc plurielle. Elle est un ou des modèles mobilisables par des agents et elle est aussi un projet de l'armée pour discipliner les hommes du pays. C'est donc pas anodin que le gouvernement actuel ait voulu imposer un projet tel que le SNU aux jeunes générations, projet qui se tiendrait et en fait se tient déjà depuis un moment dans les structures des colonies de vacances. Parce que c'est un moyen très subtil de discipliner les jeunes sans alarmer la plupart des parents qui peuvent se laisser berner par la promesse d'un camp de vacances bon enfant ayant pour ligne un projet humaniste, formateur, comme a pu l'être l'armée à une époque, dans une autre mesure bien évidemment, pour forger sa masculinité ou s'assurer une bonne place sur le marché matrimonial. Merci beaucoup Valentine pour cette chronique très renseignée. Et on va aller s'écouter un petit morceau de musique avant de reprendre. À l'âge de 12 ans, ils t'ont qualifié d'enfant délinquant, petit meurtrier. Et à 14 ans, de psychopathe grave et d'adolescent irrécupérable. Et à 17 ans, t'étais alcoolique, encore en dressement et les coups de flic. Et à 18 ans, tu as fait l'armée chez les délinquants. Tu as déserté. Orange mécanique, à l'âge de 20 ans, t'es devenu violent, t'as pris les devants, il y a eu du sang, ils t'ont envoyé au pénitencier, au lieu d'écouter, au lieu de t'aider, quand tu sortiras, il n'y aura rien pour toi, tu recommenceras, car telle est la loi. Alors, rebonjour à tous et toutes. Donc, vous êtes sur l'émission des féministes révolutionnaires au sein de l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel. Et on est en train de parler de colonies de vacances avec Attiline Martin, qui est notre invitée, qui est animatrice et militante d'éducation populaire. Alors, c'est une émission où on parle beaucoup de travail et de précarité. Et en me penchant un petit peu dessus, j'ai confirmé quelque chose que j'avais déjà en tête, c'est que la question des animatrices en colonie de vacances, c'est un sujet assez épineux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un job d'été ? Est-ce que c'est un métier ? Est-ce que c'est un engagement militant ? Je ne sais pas si toi, Attiline, comment tu perçois ça ? C'est un peu compliqué, je trouve, comme question. J'ai envie de dire que c'est un peu de tout. C'est en fait d'où on se place et qui on est. Moi, personnellement, pour moi, c'est un engagement militant. Maintenant, je sais très bien que ça a démarré comme un job d'été. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que je fais un métier à part entière ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense une anime de 16 ans qui part en colo pour la première fois fait un métier à part entière ? Bien sûr. Est-ce que la première fois que je suis parti en colo, je pensais que je faisais un métier à part entière ?
Non, pas forcément. Voilà, mais parce que c'est l'imaginaire de la colonie de vacances aussi. On y revient adulte alors que généralement on en a fait enfant. C'est l'été, etc. C'est un petit job. Donc dans l'imaginaire aussi collectif, en fait, comme c'est un petit job, c'est peu payé, c'est peu reconnu. Et donc c'est un peu tout ça qui se mélange. Et puis pareil, aujourd'hui, on tord un peu le coup aussi parfois à l'engagement militant en disant, en fait... oui, vous êtes mal payé parce que vous êtes engagé et militant, mais ça pose problème à mon sens. Ouais, d'ailleurs, en termes d'être mal payé, le contrat majoritaire dans les colonies de vacances, ça va être le CEE, le contrat d'engagement éducatif, qui est un peu en fait, c'est ça, qu'un contrat différent des CDD, des CDI. L'idée, c'est que c'est pas un vrai contrat de travail. C'est très peu payé, ça ne permet pas de faire des cotisations sociales équivalentes à un CDI ou un CDD, il n'y a pas de droit au chômage ou à la retraite. C'est normal pour toi que ce soit si peu rémunéré ? Bien sûr que non. Non et non. Surtout que moi, c'est ce que je dis aussi beaucoup aux jeunes animes, parce que j'ai la chance aujourd'hui de faire aussi de la formation et puis parfois de recruter des jeunes animes. Personne ne fait des journées comme les animes de colo. Personne ne fait une journée qui va de 8h du matin, voire avant pour certaines colos, à 2-3h du matin. Et puis en plus sans pause pour beaucoup d'entre eux. C'est aberrant. Donc que ce soit aussi mal payé en plus, évidemment que non, c'est scandaleux. Maintenant, on sait aussi à qui on fait face. On fait face à des jeunes ou à des personnes précaires, et donc en fait aussi à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de choix, pas forcément des personnes qui sont en capacité de négocier. Combien d'animes, de futurs stagiaires, etc. J'ai vu s'être fait enfler par des organismes sur leur premier contrat, et où derrière... il nous en parle et on ouvre de grands yeux, quoi. Je connais une personne qui a dû travailler gratuitement 50 jours pour rembourser son BAFA, pour rembourser quelque chose comme 400 €. Enfin, on est sur du vol, en fait. Oui, mais c'est là aussi où il faut se dire que dans l'éducation populaire, ou en tout cas dans les organismes qui s'en revendiquent, il n'y a pas que les gentils non plus. Et voilà, il y a aussi beaucoup qui essayent de faire des coupes, de faire du bénéfice, etc. Et donc, payer mal les animes, oui, c'est un moyen de payer les actionnaires parfois. Et du coup, il y a eu des évolutions légales récentes justement sur la paye des animateurs. En tout cas, déjà en 2022, il y avait eu une grève du secteur de l'éducation. Moi, j'avais noté celle-là, mais je ne sais pas si ça arrive plus régulièrement. Enfin, de l'éducation, de l'animation. J'ai dit éducation, mais animation du coup spécifiquement. Éducation, c'est encore plus large, mais... Ça arrive, malheureusement, en fait, comme... ça arrive pas au niveau des animes de colo, mais au niveau des animes de ce qu'on appelle la LSH, accueil de loisirs sans hébergement, donc les centres de loisirs, et le périscolaire, la cantine, etc. Donc ça arrive, mais comme on est sur des travailleurs et travailleuses extrêmement précaires, ce ne sont pas des personnes qui font grève, comme on est sur... parfois des gens très peu politisés, pareil, ce ne sont pas des gens qui font grève, etc. Donc ça arrive, mais c'est très local, très peu suivi, très court, parce que ce sont des grèves intenables. Voilà, oui, quand on est payé seulement pendant les vacances 35 € par jour, on ne fait pas grève. C'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, cette histoire de comment on paye les animateurs et de salaire que permet le CEE, ça se heurte un petit peu au modèle des colos actuels. Enfin, j'avais pas mal lu ce qu'avait écrit le collectif Cancolo, donc que j'ai déjà évoqué un petit peu avant, au sujet de ce qui était à l'époque un projet d'augmentation du salaire minimum du contrat d'engagement éducatif. Et des difficultés en fait que ça causait, notamment pour les petites associations, les petits organismes d'éducation populaire qui pouvaient pas forcément assumer de tels salaires, sans en tout cas augmenter du coup le prix des
des séjours et du coup peut-être priver certains enfants plus précaires d'aller en colo. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Après, je peux développer aussi un peu sur ce qu'il disait, si tu veux. Et je suis à la fois complètement d'accord, à la fois un peu mitigé par endroits, dans le sens où, en fait, pour moi, cette question du CE et le fait qu'aujourd'hui dans l'animation on se rabatte sur le fait de parler du CE, c'est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi est-ce que pour les animes aujourd'hui on a un contrat de travail qui est dérogatoire au droit du travail de l'Union européenne? Je veux dire, il y a d'autres métiers un peu entre guillemets exceptionnels, avec des conditions exceptionnelles, on arrive à trouver des contrats. Pourquoi est-ce que les grands organismes aujourd'hui emploient en CE, que ce soit des personnes qui viennent faire de la formation, des personnes même qui sont là depuis très longtemps, etc., qui reviennent régulièrement? Ben oui, pour pas faire de CDD. Mais voilà, pour moi, c'est plus que de parler d'augmentation du CE, etc. Pour moi, la question, elle est vraiment mais pourquoi le CE? Voilà. Et après, sur le fait que l'augmentation va nuire à certains plus qu'à d'autres, oui, malheureusement, j'en suis assez convaincu. C'est vrai que des structures militantes là vont être obligées d'augmenter le prix de leur colo, et ça va se répercuter fort pour certaines structures. Mais pareil, c'est aussi un contexte global. On ne serait pas dans une période aussi forte d'inflation, etc., de diminution des financements. Ça aurait sûrement moins d'impact aussi. Ok, ce que je propose, c'est que on se réécoute une petite musique et puis ensuite on va passer à une partie un petit peu sur ce que permettent les colos en tant que ce qu'on pourrait appeler laboratoire d'utopie, pour reprendre une formule que j'ai lue sur un post de Tous en colo. On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, comme en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelque mauvaise chute avait pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, comme en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, comme en enfance, Clémence va bien. Et on est de retour sur Fréquence Paris Pluriel au sein de l'émission Mode d'emploi avec les féministes révolutionnaires. On accueille donc aujourd'hui Attiline Martin, qui est animatrice et militante d'éducation populaire, pour parler de colonies de vacances. Alors, on parle souvent de vivre ensemble en colo, mais est-ce qu'on accueille vraiment tout le monde en colo? C'est quand même un gros sujet, non? L'inclusion, l'accueil, etc. Pas partout. Il y a des structures qui font en tout cas le maximum pour accueillir tout le monde. Après, parfois, oui, mais j'ai connu des situations où l'accueil n'est pas possible, et où, à mon sens, du coup, il ne faut pas accueillir, il ne faut pas aller mettre en danger la personne, les animes, d'autres enfants, etc. etc. Maintenant, oui, il y a quand même des structures qui font des efforts, et des efforts monumentaux pour accueillir tous les enfants. Et c'est d'ailleurs
pour ça que je continue à faire de l'éducation populaire, parce que j'ai quand même réussi à trouver ces structures dans mon parcours, que ce soit l'association EPAL, que ce soit Tous en Colo. Ce sont vraiment des structures qui mettent les moyens, mais qui ont aussi un projet éducatif qui est tourné vers l'inclusion, qui est vraiment rédigé en disant on mettra les moyens qu'il faut pour accueillir un maximum de personnes, si ce n'est tout le monde. Donc voilà, après, on sait très bien que dans d'autres organismes, il y a toujours aussi des pratiques de rejet, etc., que ce soit pour des raisons classistes, racistes, validistes, etc. Enfin voilà, on le sait, il y a beaucoup de colos où on n'accueille pas tout le monde, et déjà rien que en fait le prix des colos, c'est déjà un premier marqueur. Voilà, c'est déjà oui, certaines colos sont tellement chères qu'on sait très bien qu'on n'y verra pas tout le monde. J'avais suivi vraiment le travail qui avait été fait par Tous en Colo pour aller contacter une par une chacune des CAF pour pouvoir permettre aux personnes de bénéficier du plus de subventions possible, de plus d'aides possible pour pouvoir accéder aux colos si jamais c'était compliqué. Et c'est vrai que c'est un énorme travail, que les choses ne sont pas forcément facilitées et que ça demande beaucoup de temps, quoi. Et tu parlais justement de validisme. Donc toi, tu connais bien le sujet du handicap. Est-ce qu'il est de mieux en mieux pris en compte dans les colos ? Est-ce que c'est toujours compliqué ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est toujours compliqué. Alors que je connais bien, oui, j'ai été à Nîmes en colo avec des enfants en situation de handicap. J'ai été directrice aussi. J'ai aussi fréquenté via l'association EPAL des adultes en situation de handicap, aussi en colo. Il y a eu des améliorations, il faut pas le nier, depuis même alors depuis les lois Chirac. Voilà, il y a eu des améliorations, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a des organismes qui se sont montés, des associations de parents, etc., des associations d'usagers. Donc oui, il y a des efforts qui ont été faits. Maintenant, soyons honnêtes, il reste de nombreuses horreurs dans le monde du handicap, comme il y en avait il y a 30 ans, il y a 50 ans. C'est un milieu qui est extrêmement violent, et pour le coup, c'est un milieu aussi où la colo est vraiment un mode de garde et de répit pour le parent ou pour l'institution, pas tant pour l'enfant. Ce qui parfois nous a amené aussi à justement... moi, ça m'est arrivé une fois à renvoyer une enfant, parce que là, oui, on sentait qu'en fait, c'était... On nous l'avait déposé pour se soulager, et en fait, non, on n'était absolument pas en capacité d'accueillir. Voilà. Mais aussi, la question que ça pose, c'est pourquoi personne n'a la capacité de l'accueillir, voilà, d'accueillir cet enfant, au-delà de ça. Maintenant, oui, pareil, on le voit au niveau des activités, quand on arrive avec un groupe d'enfants handicapés, que ce soit au magasin, que ce soit dans n'importe quelle ville, etc. Oui, les regards sont durs, les gens ont peur, parfois on nous a refusé l'accès à des endroits. Ah ouais, okay. Oui, alors, moi je l'ai pas vécu ça, mais l'accès à des avions, par exemple, avec de nombreuses excuses à la suite l'une de l'autre, pas assez de place pour les fauteuils, puis en fait pas le bon avion, puis etc., et puis voilà, renvoyer l'association entre plusieurs villes, voilà, parce qu'en fait on veut pas se prendre la tête, voilà, parce qu'on veut pas faire l'effort d'eux, voilà, mais même nous, ça a été aussi sur certaines activités, que dans des parcs, dans des choses comme ça, où voilà, en fait, les gens ne veulent pas se confronter, et donc c'est plus simple d'essayer de dire non. Voilà, mais non, bon, on se laisse pas faire. Et du coup, il y a beaucoup, c'est ça, de colos spécialisés aussi pour personnes handicapées, et en même temps, il y a aussi des colos qui essayent de faire de la mixité en essayant d'accueillir au mieux des personnes handicapées au sein de colos qui ne sont pas forcément dédiés. Je sais qu'il y a des dispositifs qui existent, comme c'est quoi, le projet d'accueil individualisé. Voilà, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement là-dessus sur...
Mais j'ai eu la chance de travailler dans les deux, des colos dites classiques avec des dispositifs d'inclusion et des colos où effectivement on avait que des enfants en situation de handicap. Je crois que les deux peuvent avoir de bons côtés. Évidemment, c'est toujours mieux quand on a tout le monde ensemble et quand c'est possible d'avoir tout le monde ensemble. Maintenant, ne soyons pas naïfs, à certains moments, ce n'est pas possible d'avoir tout le monde ensemble. En tout cas, pas avec les moyens actuels, pas avec certaines structures actuelles, etc. etc. Et puis aussi, c'est pas la volonté de tout le monde de mettre tout le monde ensemble. Enfin, faut se le dire. Mais effectivement, oui, on préférera toujours aller vers des dispositifs d'inclusion. J'ai eu aussi, il y a un an, la chance d'expérimenter le fait d'avoir justement une colonie de vacances avec uniquement des enfants en situation de handicap, mais où on vivait à l'intérieur d'un centre de loisirs avec des jeunes enfants qui venaient tous les jours. Okay. Et donc là, l'expérience était vraiment chouette pour le coup, parce qu'on avait à la fois des temps de respiration juste entre nous, où c'était vraiment oisif, le repos et les vacances, et c'était très très chouette, et à la fois la possibilité aussi d'aller faire des activités avec plein d'autres enfants, etc. Et de faire de l'inclusion. Donc oui, moi je crois que c'est vraiment cette forme-là que je préfère quand c'est possible. Voilà. Ok. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'expression laboratoire d'utopie, qui était une expression qui avait été utilisée par Tous en colo. On parle beaucoup de Tous en colo, enfin je parle beaucoup de Tous en colo, mais en même temps c'est un peu là d'où je viens aussi, et du coup forcément ça infuse beaucoup dans cette émission. Bref. Mais donc il y a ce truc assez fort dans les colos, l'idée que c'est un peu des espaces hors du monde, ou en tout cas en marge de la vie quotidienne, où du coup on peut aller créer autre chose, d'autres manières de vivre, de décider, de coopérer, etc. Est-ce que toi tu as déjà vu émerger justement dans des colos des vraies dynamiques collectives, des autres façons de faire société? Est-ce que c'est un truc dans ton expérience? Oui, et c'est tellement beau. J'ai une expérience avec Tous en colo où et en fait, tous les jours est organisé un conseil de jeunes et simplement en fait de m'asseoir et de regarder ces jeunes s'auto-organiser. C'est beau, c'est beau et ils savent le faire. Enfin voilà, ils savent ce dont ils ont envie, etc. Et nous, on est juste là en soutien, en moyen. Et donc ça, c'est très, très joli. Et après, mais j'ai eu aussi la chance de partir sur des colos en camping. Et donc, je trouve aussi que le camping crée une rupture avec l'habituel. Et on peut aussi là assister, pour le coup, à l'émergence de nouvelles dynamiques, etc. Et pareil, on a eu la chance même de faire des petits coins, alors qu'on avait appelé ZAB, Zone Accueil Bienveillance. Voilà, où en fait c'était le coin de regroupement de toute la colo, et bah ouais, c'était là où on s'asseyait pour discuter. Les jeunes, en fait, on avait transformé cet espace, ce marabout, cette grande tente, en 3 murs d'expression, et donc les jeunes venaient graffer sur la toile, etc. Et ensuite pouvoir expliquer pourquoi j'ai graffé ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc là, juste de voir les jeunes échanger entre eux, et ouais, moi c'est pour ça que je continue à partir en colo, hein. C'est vraiment juste pour pouvoir avoir ça, et non, c'est vraiment trop chouette. Ça, là, tout ce que tu décris, en fait, ça vient un peu, s'éloigner de ce qu'on peut appeler le modèle colonial. Alors, le modèle colonial, c'est un terme qui a été développé par un chercheur en sciences de l'éducation qui s'appelle Jean Houssey. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a eu une structuration dans les années 1930 autour d'un seul et même modèle pédagogique, avec un petit peu une journée type en colo, c'est-à-dire on se lève, on prend le petit déjeuner, on fait un dérouillage pour le matin se réveiller un peu, et puis ensuite on va faire des activités, le repas, puis ensuite il y a un grand jeu, le soir il y a une veillée, enfin vraiment des trucs, une journée assez codifiée, et que finalement on va retrouver beaucoup dans les formations BAFA entre autres. Et c'est un concept qui a beaucoup été mobilisé récemment par exemple Jean-Michel Boquet, qui est au sein du collectif Cancolo, mais aussi par l'association Tous en colo. Alors bon, cette histoire de modèle colonial, du coup je vous ai parlé un peu de la journée très codifiée.
Donc le terme peut un peu surprendre. Alors il faut voir que c'est pas forcément une accusation directe de racisme ou de néocolonialisme dans toutes les colos ou une assimilation brute avec l'histoire coloniale française. L'idée en fait c'est que c'est un modèle éducatif et organisationnel qui va reproduire de manière plus ou moins inconsciente des logiques qui vont être issues de la colonisation avec une verticalité forte, donc des adultes qui détiennent le savoir, le pouvoir, etc. L'occupation d'un territoire, on arrive dans un village, voilà, souvent rural, on n'a pas forcément de lien avec l'habitant ou le tissu local. Un rapport à la nature lié un peu à l'exploitation donc, de l'environnement comme un décor, un terrain d'activité, etc. Une uniformisation des codes, où les enfants vont s'adapter à un cadre unique très normé, et une vision très descendante, avec une idée d'éducation des enfants plutôt que de co-construction, etc. Comment tu fais, toi, pour sortir de cette posture justement d'adulte qui sait mieux que les enfants, pour vraiment être dans une dimension un peu co-construction, horizontalité, et moins descendante, quoi? J'ai grandi, tout simplement. En fait, je crois que j'ai commencé effectivement sur ce modèle. Enfin, c'est pas, je crois, c'est je suis sûr. J'ai commencé sur ce modèle colonial justement, et en fait, en grandissant, en questionnant mon rapport à l'autorité, et en me rendant compte aussi de qu'est-ce que ça produisait sur les enfants, ce rapport d'autorité, je me suis aperçu que, ben oui, en fait, l'enfant sait mieux. L'enfant sait mieux de quoi il a besoin. L'enfant sait mieux de quoi il a envie, etc. Et que, en fait, on gagne aussi du temps à écouter l'enfant. Voilà, on gagne tout. On gagne du temps, on gagne le fait que lui soit bien, on gagne le fait de ne pas rentrer en conflit avec lui. Enfin, vraiment, il y a juste tout à gagner. Donc, au départ, ça a été aussi un peu par là que c'est arrivé, par mes pratiques. Et puis, ensuite, des discussions, beaucoup. Et puis, ouais, toujours écouter les enfants. Et une des choses maintenant que j'essaye vraiment de me mettre au maximum, c'est dès qu'un enfant me parle de quelque chose qui me paraît un peu bête ou quoi que ce soit, je me dis non, ça doit être bien, et je réserve mon jugement vraiment le plus longtemps possible. Trop bien. Bon, on va devoir rendre l'antenne parce qu'il y a une émission juste après nous. On aurait pu en parler encore des heures. Merci beaucoup à Tiline pour ce regard super riche. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Alors, pour nos prochaines dates, avec les féministes révolutionnaires, on co-organise la marche lesbienne, afro-lesbienne et trans-lesbienne du 26 avril. Donc, on vous y retrouve, mais aussi dans toutes les mobilisations jusque-là. Et on se retrouve sur les ondes le 2 mai pour notre prochaine émission.